Parole est à Madame Untermeyer, rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre intervention qui nous donne une idée dans laquelle nous allons travailler pour améliorer la justice qui nous tient tant à cœur. Permettez-moi, avant d'engager les travaux, de remercier très sincèrement mes collègues Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs de l'autre texte, mais qui ont participé à mon travail, mais aussi les responsables Yves Gosdewey et Colette Capdevielle. Je remercie également les administrateurs et les membres de votre cabinet, Monsieur le Ministre, qui ont témoigné d'une grande disponibilité et de beaucoup de compétences. Je me permettrai en complément simplement de poser quelques questions qui permettront d'éclairer la nature du texte que nous avons à examiner. S'agissant déjà de l'inspection générale de la justice, nouvelle dénomination que nous vous proposons, vous portez, Monsieur le Ministre, plusieurs amendements qui prennent acte dans l'ordonnance statutaire des magistrats de la fusion des actuelles inspections du ministère en une seule inspection, dénommée Inspection générale de la justice. Je souhaiterais que vous puissiez nous donner des précisions sur les modalités de cette réforme attendue depuis longtemps et dont la nécessité avait encore été rappelée récemment par la Cour des comptes. Sur l'élargissement des voies d'accès à la magistrature et l'ouverture de la magistrature à d'autres professionnels, je note un effort que vous faites en faveur des doctorants avec la mise en place des juristes assistants. Je m'interroge toutefois sur deux points. La formation qui leur sera proposée à l'ENM d'une durée de plus de 2 ans ne serait-elle pas trop longue, compte tenu du parcours de ces candidats qui, après 10 années de droit et 3 ans de juriste assistant, peuvent peut-être bénéficier certes d'une formation à l'ENM, mais peut-être raccourcie d'une année, dès lors qu'on puisse, de sorte que l'on puisse adapter en fait cette formation au cursus quand même prolongé de ces doctorants juristes assistants. Je note par ailleurs qu'il n'y a pas, contrairement à ce que nous souhaitions vivement tous ici rassemblés, enfin dans la majorité, l'élargissement des voies d'accès, en particulier s'agissant des avocats. Est-ce que nous pourrions prospérer en ce sens? Des propositions vous seront sans doute faites, sinon en commission des lois, du moins dans le débat public. Enfin, pour ce qui concerne les magistrats recrutés par le concours complémentaire, quelles sont, au-delà des modifications proposées dans le texte organique, les améliorations que vous entendez apporter à leur mode de recrutement qui s'avère décourageant pour nombre de candidats? Vous avez souligné l'importance donc de rétablissement du juge des libertés et de la détention et nous vous remercions de cette décision. J'ajouterai qu'avant d'aborder les questions de déontologie, sur le statut du juge des libertés et de la détention, il convient, au regard de l'accroissement croissant de ses prérogatives, de lui conférer les garanties à même de lui assurer son indépendance. Aussi, ai-je déposé plusieurs amendements destinés à rétablir cette réforme qui avait été proposé par le gouvernement et qui avait été vidé de son sens par le Sénat. Enfin, sur la déontologie, 3 ans après les lois sur la transparence de la vie publique, dont vous avez été le rapporteur pour notre commission des lois, je me félicite que la plupart des mesures déontologiques mises en place par ces lois sont aujourd'hui transposées aux magistrats judiciaires. C'est d'autant plus nécessaire que nous venons de renforcer le cadre déontologique applicable aux fonctionnaires et aux membres des juridictions administratives et financières dans la loi du 20 avril 2016. Je pense malgré tout que le projet de loi organique pourrait aller encore plus loin. D'abord en le rapprochant des dispositions de la loi du 20 avril 2016, qui comporte par exemple des sanctions pénales en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète. Ensuite, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ne sont, en l'état du texte, pas tenus de déclarer leurs intérêts. Il manque également un organe de conseil en matière de déontologie, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature ne pouvant s'étendre aux questions individuelles, mais vous avez déjà répondu en ce sens à cette question puisque vous avez pris en considération notre démarche et admis l'idée d'un collège de déontologie interne à la magistrature judiciaire sur le modèle des collèges de déontologie de la juridiction administrative et des juridictions financières. Il pourrait notamment recevoir les déclarations des plus hauts magistrats. Dans le même sens, ne devrait-on pas étendre l'obligation de déclarer leurs intérêts à tous ceux qui exercent la fonction de juger, y compris donc aux magistrats à titre temporaire et aux magistrats honoraires, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature?
Enfin, toujours sur ce même sujet, que pensez-vous de l'idée d'étendre aux membres du Conseil constitutionnel les obligations déclaratives prévues dans ce projet de loi organique, comme le propose un amendement du groupe SRC, et en particulier d'Yves Gosdouaé? Enfin, dernièrement, sur la procédure des questions prioritaires de constitutionnalité, dans plusieurs affaires récentes et médiatisées, des questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées au tout dernier moment, en début d'audience, parfois seulement en vue d'obtenir un sursis à statuer. Pourtant, certaines de ces questions prioritaires de constitutionnalité auraient pu être déposées pendant l'instruction, qui dure souvent de longues années. De telles pratiques désorganisent le calendrier judiciaire, ralentissent encore un peu plus le fonctionnement de la justice. En matière criminelle, ce problème ne se pose pas puisque le législateur organique de 2009 a pris le soin d'interdire le dépôt de QPC devant les cours d'assises, ce moyen devant être soulevé pendant l'instruction. N'est-il pas temps, nous semble-t-il, de transposer ce système en matière correctionnelle, pour autant évidemment qu'il y ait bien eu une instruction préalable? Il s'agit, pour conclure, d'un texte dont la technicité ne doit pas cacher les avancées salutaires, les objectifs recherchés aux côtés de ceux qui seront examinés dans la loi ordinaire en font un texte important. La justice, vous le savez et vous l'avez dit, Monsieur le ministre, avec force, c'est aussi une question de moyens. Il nous faut de la constance, poursuivre dans la voie de l'amélioration budgétaire aux côtés de cette avancée législative, chaque année régulièrement, avec une attention particulière aux magistrats et personnels œuvrant dans le domaine de l'autorité judiciaire. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Clément. Merci,